Oh, misère. J'ai voulu commander du champagne sur un site un peu louche, là, Fox 180, pour fêter l'acquisition de mon nouveau logiciel de montage et puis la sortie de cette vidéo. Et voilà ce que j'ai reçu à la place. Bon bah on va faire avec ce qu'on a, hein. Bon, c'est un truc pour gosse, c'est pas trop difficile à ouvrir. Comme ils disent, fais péter le champomis. Ah, un verre, ils m'ont livré un verre avec. Top. Que l'on aime ou que l'on déteste Luc Besson, il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est l'ambition qu'il a voulu insuffler au cinéma français. En ce qui me concerne, j'apprécie beaucoup ses films, et ce, jusqu'à Léon. Pour la suite, selon moi, cela n'aura été qu'une lente descente aux enfers, sans pour autant dire que tous ces films postérieurs sont à jeter. Je le respecte beaucoup pour les avancées et les opportunités qu'il a permises, comme la mise en chantier de productions françaises à très gros budget, mais également pour la fondation d'une école de cinéma gratuite à destination de ceux qui n'en ont pas les moyens, entre autres. Néanmoins, j'aimerais revenir sur une période qui me semble plus intéressante, à savoir le début de sa carrière, qui, vous allez le constater, est des plus singuliers. Oubliez donc le temps de cette vidéo Lucie, Arthur et les Minimoys, le cinquième élément, Nikita ou le Grand Bleu, et replongeons-nous ensemble dans la fin des années 70, début des années 80. Et salut à tous! Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui j'aborde Luc Besson, non pas pour parler de son prochain film qui sort très bientôt, le 10 juillet pour être plus précis, mais pour revenir sur ses premières années dans le cinéma. Néanmoins, à 17 ans, Luc Besson n'était pas destiné au cinéma, puisqu'il était alors jeune moniteur de plongée sur les côtes de la Méditerranée, mais cette passion a dû s'arrêter le jour où il commit une erreur qui lui coûta sa possibilité de plonger à la suite d'une inflammation irréversible des sinus. Une mauvaise nouvelle allant de pair, les parents de Luc divorcèrent et il fut confié à un pensionnat situé à Coulommiers en 1976. Déboussolé, il rencontra Patrick Grandperret, réalisateur de courts-métrages et ami de la famille. Luc se passionnera rapidement pour les plateaux de tournage, mais sans rien connaître au préalable du cinéma ou de son histoire, contrairement à des réalisateurs cinéphiles de sa génération comme Quentin Tarantino ou Joe Dante. Il décidera au bout d'une année à peine de quitter son pensionnat et sa mère pour rejoindre son père à Paris qui est accessoirement son lieu de naissance pour se lancer dans le cinéma au cœur de la capitale. C'est dans ce contexte qu'il fera la rencontre de Pierre et Marc Jolivet au Club Med que dirigeait son père, dont l'un d'entre eux sera déterminant pour la suite de sa carrière. C'est grâce à son implication sur les plateaux qu'il pourra assister à des tournages de grande envergure pour des films comme Loulou, Le Grand Carnaval ou Moonraker, le 11e film de la saga mythique des James Bond. Plus tard, et ce avant ses premières réalisations, il sera aussi assistant réalisateur comme sur le film Les Bidas aux grandes manœuvres, où il y fera la connaissance de Jean Reno en 1981, déterminant lui aussi pour la suite de sa carrière. Pourtant, il ne se sent pas assez confiant pour réaliser quoi que ce soit et il estime qu'il lui faudrait au moins 10 ans de pratique pour devenir réalisateur. Pourtant, après avoir écumé pendant 2 ans et demi les plateaux de tournage, son ami Pierre Jolivet fera appel à lui pour l'aider à réaliser un clip vidéo qui servira à la communication du premier 33 tours, ou gros vinyle pour les plus jeunes, de Pierre. À la suite d'une première expérience de réalisateur fructueuse, il décidera de mettre en chantier un court-métrage selon ses influences du moment, à savoir Mad Max qui faisait un carton à l'époque. Il réunira donc Pierre Jolivet, Jean Reno et Eric Serra rencontrés sur la conception de l'album de Pierre Jolivet et dont Besson fut abasourdi devant les compétences du jeune musicien et futur compositeur de cinéma pour réaliser l'avant-dernier, un court-métrage de science-fiction post-apocalyptique dont nous allons parler de ce pas. L'avant-dernier est réalisé en 1981 et Besson a comme intention de se démarquer du paysage cinématographique français qu'il méprise à cause des productions faciles comme des comédies insipides qui se ressemblent toutes, voire, je le
je cite, qui prennent les gens pour des cons. Comme quoi en 35 ans ça n'a pas beaucoup changé. Ainsi, le court-métrage se voit doté d'une certaine ambition puisqu'il s'inscrit dans un contexte post-apocalyptique sans qu'aucune valeur temps ne soit définie. Comme vous pouvez le constater, l'avant-dernier est filmé en noir et blanc, avec une image légèrement teintée en rouge, ceci certainement pour signifier la couleur du sang qui se déversera durant le combat à mort. Car oui, c'est bien ce qu'aborde le film, un combat entre deux survivants pour obtenir un territoire en ruine. Pour ce qui est de la musique, le choix a été de ne pas vraiment en mettre, comme vous allez pouvoir le constater. Ces bruits sont bien plus proches des grésillements de radio que de véritables musiques ayant pour but de faire comprendre aux spectateurs que plus rien n'est comme avant et que le monde, tout comme ses personnages, court à leur perte. En effet, le combat a comme issue la mort des deux personnages, l'un ayant vaincu l'autre ayant été englouti par un monstre, élément qui éloigne le film du simple post-apo à la Mad Max, en ajoutant une dimension fantastique en plus. Enfin, l'un comme l'autre porte une combinaison assez ridicule dans un style futuriste fantasmé pour faire croire à des tenues aussi efficaces au combat qu'élaborées, mais j'y vois plutôt ici la présence de l'esprit grand enfant de Besson qui souhaite s'amuser le plus possible dans ce premier projet en créant des sortes de jouets à taille réelle. Pourtant, l'enjeu est également de taille et le court-métrage reste sérieux dans son propos et l'on comprend tous les tenants et les aboutissants de l'avant-dernier sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Qu'en serait-il alors sur un long métrage d'1h30 ? Vous l'aurez compris, le premier long métrage de notre Luc National sera bien une suite à ce premier court métrage, avec tout de même de nombreuses différences qui s'intitulera sobrement Le Dernier Combat. Le Dernier Combat reprend donc la trame de fond de l'avant-dernier tout en l'étoffant, si bien qu'il peut être considéré comme sa suite. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié Le Dernier Combat et il s'agit selon moi de l'un de ses meilleurs films. Le film reprend la même équipe que pour sa préquelle, auquel s'ajoute au casting principal Jean Bouise. L'exploit du film a été d'être tourné exclusivement en décor réel, comme pour l'avant-dernier finalement, que ce soit les ruines poisseuses du vieux Paris, celles du désert tunisien ou les scènes de désert tournées à la dune du Pilat, on sent que les moyens ont été plus conséquents. En parlant de budget, Besson n'a eu à l'origine que 600 000 francs, soit environ 90 000 euros pour faire le film, mais il put finalement contracter un emprunt pour allonger cette somme à précisément 3 289 949 francs, soit environ 500 000 euros, prêt qui aurait pu mettre sa société de production en faillite si... Vous le découvrirez après ma présentation du film. Petite précision, paradoxalement j'ai évincé certains éléments de l'intrigue de l'avant-dernier, alors que je compte les citer ici, à vous de savoir de quoi il s'agit. De plus, je m'apprête à parler de l'entièreté de l'intrigue du film en résumé, alors si vous voulez conserver la surprise, allez le voir, lien disponible dans la description. Pour les autres qui s'en foutent, let's go. Le film débute sur l'apparition du héros, appelé l'Homme, toujours incarné par Pierre Jolivet, qui s'adonne au plaisir de forniquer une poupée gonflable dans un immeuble en ruine. Il semble ensuite vouloir mettre en marche l'avion qu'il a fabriqué en cherchant des batteries dans un souterrain. Il travaillait donc dans l'aviation. Peut-être. Après 5 minutes de film, on nous annonce la couleur. Si les personnages ne parlent pas, c'est car ils ne peuvent pas. Quelque chose leur en empêche sans que l'on sache ce que c'est. Après une traversée dans le désert voisin et un petit défonçage de gueule au chef de gang le plus proche, qui me rappelle fortement celui du premier Mad Max. Coïncidence ? Je pense pas. Après l'avoir détroussé, il s'enfuit de son immeuble au moment où le reste des loupards tentent de le rattraper. Au bout de la 20e minute du film, Jean Reno apparaît enfin pour venir distribuer des provisions pour un certain docteur Marceau. Ses intentions sont au début floues, même si l'on comprend qu'il souhaite rentrer dans le repère du docteur, ce n'est que par la suite qu'il deviendra le vilain du film. L'homme, ou Pierre, oui appelons-le Pierre, atterrit non sans difficulté dans un nouveau champ de ruines qui lui semble familier puisqu'il a la clé pour ouvrir un appartement d'un immeuble en ruine. Je pense que c'était donc son ancien appartement qu'il a dû quitter à cause de l'apocalypse, apocalypse qui n'a malheureusement pas épargné l'appartement. Du côté de Jean Reno, un petit peu remonté, il manigance un plan pour entrer chez le docteur qui sera vite contré par l'une des principales qualités du docteur, ses nombreuses ressources. Après avoir perdu son appartement, Pierre va se réfugier dans un bar pour se bourrer la gueule et on a le droit à l'un des passages les plus bizarres du film, puisque la caméra danse avec Pierre comme dans cette séquence.
Après ça, le fantastique s'installe avec d'un côté une pluie de sardines gargantuesque et de l'autre un magasin d'arty immergé et infesté par une créature non identifiée vivant sous l'eau. Pierre choisit donc d'inspecter les environs avant de se faire surprendre par la brute, qui s'accompagne d'une excellente scène de combat que je vous laisse en intégralité. La perte de son arme durant cette séquence évoque sa précédente victoire dans l'avant-dernier où il triomphe de la brute avec cette arme, ce qui ne sera pas le cas lors de cette revanche. Après qu'il se soit fait laminer à son tour, il est recueilli par le docteur dont c'est sa première véritable apparition, incarnée par... Jean Bouise, bravo, bien deviné, il y en a 2 qui suivent, puisque c'est le seul dont je n'ai pas encore parlé. Un docteur un peu excentrique, vu qu'il s'amuse à racketter des racailles et qu'il peint comme un homme de Cro-Magnon. La relation entre Pierre et le docteur deviendra vite une relation amicale, voire une relation élève-mentor, au vu des connaissances que possède le docteur et qu'il donnera à Pierre. Retour sur la brute, qui nous montre sa grosse épée face aux visiteurs 10 ans avant le premier film, où il s'amuse à briser des bouteilles vides dans l'ancien refuge de Pierre. Comme évoqué, le docteur est plein de ressources, et par l'intermédiaire d'un curieux gaz, il parvient à parler, constituant le seul dialogue du film, que je vous diffuse encore une fois. Je dirais qu'il s'agit d'un symbole d'espoir quant au futur, pour le retour d'une humanité en perdition. Quelques minutes plus tard, un élément va dans ce sens, puisque on voit le docteur peindre une femme, seconde évocation du sexe féminin après la poupée gonflable, qui jusqu'à présent est complètement absent du film. Une fois de plus, le docteur est en avance sur le reste de l'humanité puisqu'il possède, littéralement, et désolé si ça fait sexiste, une femme, qui n'est autre que Mylène Farmer, même si elle n'est jamais montrée. Si, allez vérifier sur internet, c'est pas du flan, c'est vraiment elle. Une sorte de routine s'installe alors. Les soins de Pierre, le repas, la visite à la femme, etc. Pourtant, ils sont condamnés à s'enfermer à cause de la menace de la brute qui se révèle de plus en plus insistante à mesure que le docteur montre encore et toujours de nouveaux moyens de défense. Pourtant, quelques minutes après, les moyens de défense tombent et 30 minutes après l'apparition du docteur au premier plan, il meurt à cause d'une autre pluie fantasmée, pas de sardines cette fois, mais de gravats, qui laisse Pierre seul face à la menace. Enfin, 10 minutes avant la fin du film, le dernier combat se déclenche, dont je ne parlerai pas pour laisser le plaisir du visionnage. Après sa victoire, il découvre que la femme qu'il désirait s'est faite massacrer, et après un intense chagrin, il décide de repartir à son point de départ. Il retourne voir le gang, et on découvre qu'il a récupéré le costume de l'ancien chef du gang, désormais paralysé. Il tue alors le nouveau chef avec l'arme du docteur, une sorte d'arbalète crachant des feux d'artifice, et libère le nain captif du gang, du début dont je n'ai pas fait allusion. Du fait que Pierre connaisse les secrets du gang, il est fort à parier qu'il les a soit bien observés, soit qu'il en a fait partie avant le début du film. Cela expliquerait aussi comment les membres du gang ont fait pour le retrouver si facilement à l'intérieur du bâtiment où il s'est réfugié au début du film. Le nain révèle l'existence d'une femme dans une caravane appartenant au gang et c'est la fin du dernier combat. L'une des principales qualités du film, suffisamment rare pour le signaler, et que j'ai souligné le plus possible dans le résumé du film, est sa force évocatrice. En effet, grâce au combo film muet et scénario très centré sur quelques personnages, beaucoup d'éléments sont de ce fait peu explicites et doivent trouver des réponses dans la tête de chacun. À l'ère actuelle où tout nous est expliqué, voir un film comme Le Dernier Combat est vraiment très rafraîchissant. Ensuite, je pense que ce qui saute aux yeux, et ce 35 ans plus tard, c'est la beauté du film. De ses décors exotiques, de ses jolis cadres, mais aussi du contraste entre la froideur du film et de ses décors de désert quasi onirique. On remarque qu'il y a une recherche de la beauté à travers des décors naturels parfois magnifiques. En troisième point, vient l'équipe du film mentionnée plus haut. Les acteurs sont tous bons et jouent tous dans leur propre style et tirent parti de l'avantage que peut apporter l'absence de parole pour jouer de la façon qu'ils le souhaitent, mais plus encore il s'agirait ici de parler de la musique d'Eric Serra, que je trouve génial car aussi fun qu'à contre-emploi. Je diffuse depuis le début de la vidéo plusieurs de ses compositions et celles que j'ai passées durant la présentation du film sont celles spécifiquement composées pour Le Dernier Combat et bon Dieu qu'elles sont jouissives, en particulier le thème principal que je vous invite fortement à réécouter. Dernière qualité et pas des moindres pour un jeune cinéaste, la mise en scène est particulièrement réussie. Je ne vais pas épiloguer une heure dessus, mais c'est efficace, souvent astucieux, et tout aussi souvent somptueux et impressionnant. Les scènes de combat, bien qu'assez peu présentes, sont dantesques au vu du peu de budget alloué et portent
à croire qu'elles sont précurseurs de son cinéma d'après. Cependant, je ne peux pas fermer les yeux sur les quelques défauts que je reproche au film qui pourront en gêner quelques-uns. Le scénario, malgré sa force évocatrice, n'évite pas certaines incohérences ou passages sous silence dont voici quelques exemples. Comment fait Pierre pour décoller une seconde fois alors que c'est absolument infranchissable? Ou encore comment Jean Reno parvient à détruire les 2 rideaux de fer, à trouver la cellule de la femme, d'enfoncer la porte et de la tuer en si peu de temps? Pourquoi ne voit-on pas Pierre récupérer le costume de l'ancien chef de clan au début du film? Des questions restées sans réponse plausible, malheureusement. Sinon, il est clair que le film a quelques soucis de rythme qui peuvent ennuyer quelques spectateurs peu passionnés. Je vous invite donc à le voir et à vous faire votre propre avis. Sinon, pour en revenir à la question de tout à l'heure, à savoir comment Luc Besson a-t-il évité la faillite? Eh bien, au vu de l'originalité du film, celui-ci a remporté plusieurs récompenses comme le prix spécial du jury au Festival international fantastique d'Avoriaz de 1983 ou le prix du meilleur film au Festival international du film de Catalogne, toujours en 1983. Malgré des polémiques autour de la sortie du film, notamment de contestations venant de Pierre Jolivet envers Luc Besson qui l'accuse d'avoir saboté l'exploitation en salle, le film a fait près de 300 000 entrées en France, ce qui dépasse largement le budget du film, en plus d'avoir eu une petite exploitation à l'international, facilitée par l'aspect mondial du film, puisqu'il ne comporte quasiment pas de dialogue. Après ce premier succès en demi-teinte pour Pierre Jolivet, le duo travaillera sur un second film appelé Subway, mais à cause d'une divergence de point de vue artistique, Jolivet décidera assez rapidement de quitter le projet et au fur et à mesure du temps, il vint à qualifier son ancien ami de gros enfoiré. Subway sort donc en 1985 et c'est un très gros succès, comptabilisant 10 fois plus d'entrées que son premier long métrage et reste aujourd'hui une curiosité assez intéressante remplie de bonnes idées et poussant à l'extrême son envie de montrer de belles images. Enfin, c'est en 1988 que Luc Besson lancera définitivement sa carrière en marquant de manière indélébile le cinéma français avec la sortie du Grand Bleu qui comptabilisera plus de 11 millions d'entrées à l'international. A savoir pour l'anecdote qu'il est ressorti début 1989 dans une version longue de près de 3 heures avec des écriteaux audacieux annonçant « N'y allez pas, ça dure 3 heures ». Pour conclure, Luc Besson a eu un début de carrière très singulier, voulant très vite se distinguer de la masse, en abordant des thèmes originaux dans le paysage cinématographique français, ce qui a contribué à son succès. Il n'est pas infaillible, notamment dans ses derniers films et certaines de ses productions assez ratées, mais il est méritant et ne mérite pas toutes les critiques qu'il a pu et qu'il peut encore recevoir. Ce n'est pas qu'un homme d'affaires désintéressé par l'art, mais au contraire quelqu'un de très polyvalent dans cette industrie, étant à son tour réalisateur, producteur, scénariste et écrivain, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, qui aura été la plus importante à ce jour sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous a plu et que la partie du résumé descriptif et critique sur le dernier combat n'aura pas été trop longue car c'est la première fois que je le fais, mais certainement pas la dernière. Je vous invite à vous abonner et à commenter. A bientôt pour un nouveau format. PS, j'ai également mis dans la description le lien vers ma première nouvelle qui est une nouvelle de SF/anticipation. Bonne lecture à vous. CCM.